Bonjour Pierre-Antoine Lévy, merci beaucoup de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu du Tarn-et-Garonne, membre du groupe Union Centriste, rapporteur de la mission du Sénat sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. On va bien sûr longuement en parler tout à l'heure. Vous avez auditionné hier la ministre, mais d'abord dans l'actualité, on l'a vu dans le journal, c'est donc ce rapport qui a été remis hier, remis par Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières, qui évalue à 7,5 milliards le coût du millefeuille administratif, c'est-à-dire l'enchevêtrement de compétences entre État et collectivités et entre les collectivités entre elles. Est-ce qu'il faut revoir ce millefeuille ? Alors, encore une fois, le rapport de Boris Ravignon est clair, mais on n'a pas attendu Boris Ravignon, nous aussi, pour faire notre analyse, puisque le Sénat, vous savez, qui représente les collectivités territoriales, et avec Françoise Gatel, qui est présidente de la délégation, on travaille d'arrache-pied, justement, pour faire des propositions. Nous avons fait l'année dernière les assises qui ont été votées il y a à peu près un an, donc avec l'AMF, avec David Isnard. Et donc, ce millefeuille, on le connaît, mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire, et d'ailleurs Boris Ravignon l'a dit, qu'il faut supprimer une strate d'élus. Il faut simplement peut-être donner plus de clarification. 7,5 milliards de coûts supplémentaires, je rappelle quand même, c'est 6 milliards pour les collectivités territoriales, 1,5 milliard pour l'État, avec des compétences qui ne sont pas bien reconnues, notamment par les Français et même par les élus eux-mêmes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, qui gère les collèges, qui gère les lycées, si vous interrogez les Français, ils ne le savent même pas. Vous avez des compétences croisées. Donc il faut effectivement revoir tout ça, donner plus de simplification, puisque pour gagner de l'argent, il faut également baisser la norme, et on espère que la loi de simplification permettra de le faire. Mais on n'a pas attendu ce rapport justement pour s'apercevoir qu'il y avait des choses à faire. Il y a des choses à revoir. Quand vous avez lu ce qu'a dit Emmanuel Macron dans l'Express, on l'a vu, ça a un peu mis en colère les sénateurs sur les dépenses qui seraient liées aux collectivités territoriales. Comment vous avez réagi ? Très mal, vous avez vu la question d'Olivier Paccaud. C'est une faute politique grave à 2 semaines des élections européennes. Alors peut-être que c'est le fait qu'Emmanuel Macron n'a jamais été élu local, n'a jamais été élu maire. Quand on est maire d'une commune adjoint, on sait comment on gère. Et comment peut-on accuser les collectivités d'être responsables du déficit de l'État ? C'est absolument hallucinant. Les collectivités ont fait, on va dire, un résultat d'exploitation positif de 4,8 milliards d'euros en 2023. L'État, 156 milliards de déficit, 144 milliards de déficit, 156 milliards de remboursement de la dette. Cette année, c'est quasiment 300 milliards supplémentaires de dette. Qu'est-ce que vous dites ? Que c'est un bouc émissaire facile ou que quand même, maintenant qu'il faut trouver 20 milliards d'économies, les collectivités doivent participer à l'effort ? Les collectivités territoriales ont participé à l'effort de baisse des dépenses de 70 milliards depuis 2014. Je rappelle qu'entre 2014 et 2017, c'est plus de 10 milliards de baisse des dotations et on est à plus de 70 milliards. Je crois que les collectivités territoriales ont fait leur part du chemin. Aujourd'hui, elles ont eu des compétences nouvelles qui n'ont pas été compensées par l'État. Donc 70 milliards, c'est énormément d'argent. La dette des collectivités territoriales, c'est moins de 300 milliards, c'est moins de 10% de la dette de l'État. Je rappelle également, parce que ce n'est pas suffisamment rappelé, que les collectivités territoriales doivent présenter un budget à l'équilibre. La règle d'or, c'est que nous ne pouvons pas financer des dépenses de fonctionnement par de la dette, alors que l'État, lui, encore une fois, chaque année, nous sort un nouveau déficit et une dette qui n'arrête pas de croître, 3100 milliards de dettes à fin septembre 2023. David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, a interpellé le chef de l'État. Il demande un débat avec lui sur cette question. Il a raison, bien sûr. Il a tout à fait raison. De toute manière, il y aura un moment où nous aurons un débat sur les finances publiques. Certainement, peut-être au moment du PLF 2025, mais on ne peut pas manquer de l'avoir. Et le président de la République le sait, de toute façon. On va parler d'un autre sujet, puisqu'on l'a vu là également dans le journal. Il a été beaucoup question de la situation à Gaza cette semaine lors des 2 séances de questions d'actualité à l'Assemblée nationale, au Sénat. On va commencer par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, puisque mardi, un député de la France Insoumise a brandi un drapeau palestinien. Il a été exclu 15 jours. C'est la plus haute sanction. Est-ce que c'est une sanction justifiée pour vous ? Oui, je pense que ce n'est même pas suffisant. Gabriel Attal l'a dit hier lors des questions au gouvernement. Le seul drapeau qu'on pourrait brandir dans un hémicycle, c'est le drapeau national, si on devait le faire. Encore une fois, la France insoumise importe le conflit israélo-palestinien sur notre territoire. Bon, on le sait à des fins électoralistes, on le sait très bien. Donc elle instrumentalise à des fins. Elle instrumentalisé, bien sûr. Ce qui s'est passé à Rafah est abominable. Tous ceux qui ont vu les images ne peuvent que s'émouvoir devant ces enfants qui sont morts, ces femmes. Bien sûr, on sait que c'est absolument terrible. Mais doit-on, à chaque fois, pour des raisons électoralistes importées, et surtout mentir en plus, la plupart du temps, sur le conflit. Encore une fois, ne pas parler des otages. Vous avez vu la façon de poser des questions à l'Assemblée et au Sénat. Au Sénat, ce sont des questions qui ont été posées par différents groupes politiques qui sont équilibrés. On parle des otages, il y a quand même des otages encore. On a un otage français qui est décédé hier. Il nous en reste encore 2.
À quel moment la France Insoumise en a parlé? Justement, au Sénat, il y a eu également de nombreuses questions. Hier, Gabriel Attal y a répondu. Il est évidemment sur la ligne du président de la République. Oui, à la reconnaissance d'un État palestinien, mais quand ce sera utile et pas sous le coup de la pression. Hier, Emmanuel Macron est allé un peu plus loin. Il demande à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, de mettre en œuvre les réformes indispensables à la reconnaissance de cet État palestinien. Il a raison de faire ça? Mais de toute façon, aujourd'hui, moi, je suis contre le fait qu'on puisse reconnaître un État palestinien de manière unilatérale, comme l'ont fait certains États. Ce sont aux deux pays, que ce soit la Palestine et Israël, de discuter quand le moment sera opportun. Aujourd'hui, vous allez mettre quel interlocuteur en face d'Israël? Vous allez mettre le Hamas? Il faut attendre que les choses soient apaisées avant de faire une discussion pour une reconnaissance de deux États. Bien évidemment que Mahmoud Abbas doit faire des réformes. On ne peut pas aujourd'hui opposer un État démocratique à une situation en Palestine qui est de cette nature. On ne le peut pas. Mais par contre, je suis contre la reconnaissance unilatérale. Ça mène quoi, aujourd'hui? L'Espagne, le Portugal, la Norvège, tout le monde peut reconnaître la reconnaissance, peut reconnaître l'État palestinien, mais aujourd'hui, il n'est pas en capacité de discuter avec Israël. Pas le Portugal, mais effectivement, il y a trois pays, qui l'ont reconnu. Pour vous, il faut que l'Union européenne parle d'une seule voix? Il faut que l'Union européenne parle d'une seule voix et surtout que les conditions soient réunies. Elles ne le sont absolument pas aujourd'hui. On va parler de la question de l'antisémitisme, puisque vous êtes emparé de ce sujet au Sénat. Le nombre d'actes antisémites est en augmentation, notamment depuis le 7 octobre dernier. Hier, vous avez auditionné la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. On va revenir sur les temps forts de cette audition avec Audrey Vuettaz. Bonjour Audrey. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et Audrey, Pierre-Antoine Lévy est donc rapporteur de la mission d'information sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Hier, au Sylvie Retailleau, la ministre a été auditionnée. Vous avez évidemment suivi cette audition. Il en est ressorti que les actes antisémites ont doublé dans les universités en France par rapport à l'an dernier. Oui, elle a donné des chiffres. 76 actes antisémites recensés par France Université depuis les attentats du 7 octobre, quasiment 2 fois plus que l'an dernier où on en comptait une trentaine. Sur ces 76 actes, 17 sanctions administratives ont été prises avec procédure disciplinaire. Il y a eu aussi 9 dépôts de plainte. Mais en réalité, ces actes sont sûrement beaucoup plus nombreux. C'est ce que vous avez souligné, monsieur le rapporteur, car un sondage montre que 91% des étudiants ciblés comme juifs disent avoir été victimes d'actes antisémites à l'université. Alors, la méthodologie était à revoir, mais l'idée est là. La ministre a donc listé les mesures que l'exécutif compte prendre pour mieux recenser ces actes, mieux protéger les victimes aussi. Cela passe par l'augmentation du nombre de référents racisme et antisémitisme. Ils étaient 140 en 2019, ils sont 222 aujourd'hui et ça devrait augmenter. Une meilleure visibilité aussi de ces référents parce qu'on ne sait pas forcément bien les identifier. Des bandeaux seront mis en place sur les sites des universités. Et enfin, il est prévu des partenariats avec des associations spécialisées pour que les étudiants se sentent plus en confiance. Alors, une question après ces annonces, ces mesures. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, selon vous? C'est un bon début. Hier, nous avons auditionné, donc, comme vous l'avez dit, Sylvie Retailleau. Je salue son engagement pour lutter contre toute forme d'antisémitisme, et notamment l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, qui est aujourd'hui réel, avec une explosion des cas. Alors, 76 cas recensés, c'est bien évidemment très en dessous de la réalité. Après avoir auditionné différents présidents d'université, les référents également, les associations d'étudiants et les unions des étudiants juifs de France, il s'avère que le nombre de signalements est beaucoup plus important, en vrai, mais que vous avez, pour la plupart des étudiants juifs, la peur de signaler, par peur de représailles, et donc également l'impossibilité d'avoir une quantification précise du nombre d'actes. Donc 76 actes aujourd'hui, c'est quasiment 2 fois plus en 6 mois, 8 mois maintenant, puisque depuis les attentats du 7 octobre. C'est beaucoup plus et on sait que ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer. Donc la ministre nous l'a dit hier, elle est très engagée dans la lutte contre l'antisémitisme. Elle a, le nombre de référents a quasiment doublé et ce nombre va encore augmenter. Il y a eu les assises de l'antisémitisme qui ont été lancées. On va y venir. Il y a également la volonté de créer une plateforme de signalement. Dialogue, on va en parler également. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Et après, attendons quelques jours, puisque nous allons rendre notre rapport avec Bernard Fialaire d'ici la fin du mois de juin.
durant lequel nous aurons l'occasion de faire des propositions. Ben, on va revenir sur tout ça, mais on va continuer sur cette audition, Audrey, puisque la commission d'enquête a déjà mené 17 auditions depuis le 10 avril, après des accusations d'antisémitisme lors de conférences universitaires. Et il en est notamment ressorti un mauvais suivi entre les signalements et les sanctions. Oui, et ça, l'exécutif semble s'en être emparé avec un nouvel outil dont vous avez parlé, qui doit permettre, via un système national unifié, de mettre en avant et de répertorier les avancées de chaque dossier. Un appel a été lancé pour la phase de test. L'objectif, c'est que ce dispositif soit implémenté au plus tard en janvier 2025. Pour rester sur ce dossier du signalement, les sénateurs hier ont demandé des pistes concrètes, une méthodologie pour les chefs d'établissement, pour les aider, notamment quand les actes antisémites ont lieu en ligne ou lors de soirées étudiantes. Écoutez la réponse de la ministre à ce sujet. Les fonctionnaires sont tenus de respecter que l'article 40 du Code de procédure pénale. Nous l'avons rappelé. S'ils ont connaissance d'actes, alors que ce soit dans des soirées privées pour les étudiants ou tout autre, mais en particulier avec une vigilance sur ces soirées étudiantes, d'actes délictueux criminels, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité judiciaire. Il y a un article dans le Code de l'éducation qui prévoit de aussi pouvoir enclencher des procédures disciplinaires pour des faits entravant l'ordre, je cite, le bon fonctionnement ou la réputation de l'établissement. Alors, une circulaire devrait être envoyée pour rappeler tout ça au chef d'établissement. Peut-être une question, comment on fait pour unifier les choses? Parce qu'on a vu que chaque chef d'université avait finalement une réponse différente à ces actes. Comment on fait pour unifier les choses tout en respectant l'autonomie des établissements? Alors, la ministre l'a rappelé, et nous aussi, nous avons eu l'occasion de nous en apercevoir lors des auditions de différents présidents d'université. On a commencé d'ailleurs par auditionner 5 présidents d'université, et c'est vrai qu'ils ont des méthodes différentes de qualification. Alors, l'article 40, quand même, permet à tout citoyen qui a eu connaissance de faits gravissimes de les révéler au procureur de la République, que ce soit un président d'université ou que ce soit un citoyen. Ce qui veut dire que dans le cadre d'une soirée privée, ou dans le cadre d'un groupe d'échange, Instagram, WhatsApp, dans lequel un étudiant insulte un autre, et on a eu plusieurs cas comme celui-là, le président de l'université doit être amené à faire un signalement. Parce que cela peut nuire à la réputation de l'établissement et qu'un étudiant ou 2 étudiants de son université se sont insultés. Donc ça, à mon avis, il faut que ça soit clarifié. Autre élément très important, et nous avons eu l'occasion également d'auditionner hier la procureure générale près de la Cour d'appel de Paris, c'est la qualification de la notion d'antisémitisme. Et ça aussi, ce n'est pas clair. Vous avez des présidents qui font des signalements chaque fois qu'ils voient des inscriptions qu'ils considèrent comme antisémites, et d'autres qui ne savent pas si c'est antisémite ou pas, et donc ne font pas forcément le signalement. Là aussi, il n'y a pas d'unification. Donc il est clair que la ministre doit, à mon avis, faire une circulaire rappelant les règles, de manière à ce que le droit ou que la règle soit appliquée de la même manière sur toutes les universités. C'est vrai que c'est un sujet que nous allons aborder dans le cadre du rapport. Et puis peut-être un dernier point lors de cette audition, la ministre n'a pas hésité à pointer du doigt certains responsables politiques. Elle les pointe du doigt, elle estime qu'ils sont en partie responsables des débordements qui ont lieu à l'université. Je pense que je ne m'avance pas trop si je dis qu'on pense qu'elle parlait de la France insoumise. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. Oui, certains irresponsables politiques soufflent sur les braises. Ils instrumentalisent le conflit, utilisent les étudiants, appellent au soulèvement ou à l'insurrection. La surenchère, l'outrance ne font pas de bien à notre démocratie. Vous partagez ces propos ? Oui, j'aime bien cette formule d'irresponsables politiques. Ce ne sont pas des responsables politiques, ce sont des irresponsables politiques. Ils ont importé le conflit israélo-palestinien au sein même de nos universités. Ça a conduit à avoir une montée, une flambée des cas d'antisémitisme. On le voit à tous les niveaux, et même dans les niveaux scolaires. Vous avez vu l'article hier. On va y revenir. Mais voilà. Vous dites les actes antisémites, ils vont augmenter. Pour vous, ça semble inéluctable? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'instrumentalisation de la France insoumise, on peut le dire, puisque même si la ministre n'a pas cité son nom, vous l'avez dit, avec beaucoup de justesse, depuis, pour des raisons électoralistes, la France insoumise importe le conflit. Écoutez, ça fait aujourd'hui que les étudiants juifs ne se sentent plus en sécurité. Il y a des étudiants juifs qui aujourd'hui n'osent même plus franchir le seuil d'une université. Vous vous rendez compte, en France, aujourd'hui en 2024, comment c'est possible? Et ça, je pense que c'est une grande partie de leur responsabilité.
Vous l'avez dit, effectivement, vous travaillez sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, mais évidemment et malheureusement, il n'est pas cantonné à l'enseignement supérieur. Il y avait un article, effectivement, hier dans Le Monde. Le ministère de l'Éducation nationale a recensé 1434 actes antisémites, tous niveaux confondus. Et il y avait des témoignages d'élèves qui racontaient, dès le primaire, comment ils étaient victimes de remarques antisémites ou de faits antisémites. C'est assez édifiant, quand même, qu'on en arrive là. Exactement, je viens de vous en parler. 4 fois plus de cas relevés, 450 je crois, et 1434 cas d'antisémitisme, et certainement beaucoup plus que ça. Ça commence à l'école, c'est-à-dire que les enfants racontent ce qu'ils entendent chez eux. Donc il y a une responsabilité des parents. Une responsabilité des parents de donner la bonne information. Le problème, c'est que l'information qui est donnée n'est pas forcément partiale. Ils voient ce qu'ils entendent à la télévision, ils voient ce que certains responsables politiques disent, et derrière, ils répètent à l'école. Et quand vous avez un jeune qui dit « moi, j'aime pas les juifs », vous vous rendez compte ? Je ne sais même pas s'il sait pas ce qu'il dit. Donc, une véritable responsabilité des parents, responsabilité politique, là aussi, sur ce sujet. Mais c'est très inquiétant. Très inquiétant. Sur la fermeté du gouvernement, parce que la ministre a voulu aussi vous rassurer sur la fermeté du gouvernement, vous l'avez dit, le 6 mai, il y a des assises de lutte contre l'antisémitisme qui ont été lancées. Est-ce que le gouvernement est assez ferme sur ce sujet ? Encore une fois, c'est un très bon début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs semaines que des dispositions sont annoncées. Les assises de l'antisémitisme, c'est une bonne idée. Les différentes mesures prises par la ministre de l'Enseignement supérieur également vont dans le bon sens. Et je pense que ce rapport que nous allons rendre fin juin va permettre également de donner des préconisations, des recommandations et peut-être permettre une meilleure adaptation de notre droit à certains faits. Donc, vous pouvez nous donner quelques pistes déjà ? Pas pour l'instant, puisque je ne vais pas vous donner les termes d'un rapport avant qu'il soit écrit. Nous allons auditionner dans quelques heures, à 11h15 ce matin, les responsables juifs, c'est-à-dire le président du CRIF, le président du consistoire central, le grand rabbin de France et le président du camp d'Émile. Nous allons évoquer avec eux ce sujet de l'antisémitisme. Nous avons gardé pour la fin cette table ronde et à la fin de la journée, nous aurons terminé les auditions pour une écriture du rapport aux environs du 20 juin, une présentation. Donc je reviendrai, si vous m'invitez sur votre plateau, vous présenter avec Bernard Fialer les principales mesures de ce rapport. Hier, en début d'audition, le président Lafont a rappelé qu'on avait l'impression que le gouvernement saisissait les choses, qu'il condamnait, mais qu'il n'était peut-être pas assez dans l'action. Ça, vous partagez son avis ? Oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, on a mis un peu de temps. Il y a eu un peu de retard à l'allumage, c'est-à-dire que nous avons auditionné il y a quelques semaines, ça fait beaucoup de bruit, Guillaume Gelé. C'était une audition un petit peu musclée, simplement parce que peut-être que les propos maladroits tenus nous ont inquiétés. Suite à cette audition, écoutez, la ministre a pris des dispositions, la ministre a fait des annonces, et aujourd'hui, je pense que le gouvernement, quand même, tenu compte qu'il y avait une vraie montée de l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, même dans le monde en général, en France en général, et il faut maintenant accélérer, prendre des mesures, surtout montrer que la justice est dure, parce que là aussi, on a parlé de signalement, de dépôt de plainte, mais vous avez des présidents d'université qui nous ont dit avoir fait des signalements sur lesquels ils n'ont aucune réponse. Quand vous lancez aujourd'hui un signalement et que vous avez une réponse pénale 5-6 ans après, c'est pas normal. Donc ça, on imagine que ça fera partie de vos préconisations, améliorer la réponse pénale. Est-ce qu'il faut aussi une nouvelle définition de l'antisémitisme, comme le demande par exemple la ministre Aurore Bergé ? Alors là aussi, je pense qu'il faut l'adapter, encore une fois. Il faut également se poser une bonne question sur vous savez, on a des référents antisémitisme, antidiscrimination en général. Une des questions que nous pouvons aussi nous poser, c'est est-ce qu'il faut séparer l'antisémitisme des autres discriminations ? Est-ce qu'il faut le laisser lié au racisme ? Parce que vous avez un délégué, le DILCRA, délégué à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ça aussi, c'est une question que nous allons évoquer dans notre rapport. Lors des auditions, ça n'a pas été très clair. Donc là aussi, c'est un sujet à aborder. Est-ce que la question de l'éducation sera aussi abordée la semaine prochaine? On commémorera les 80 ans du débarquement. Est-ce qu'il faut aussi améliorer cette éducation de la Seconde Guerre mondiale? Ce qui s'est passé à cette période? Je crois qu'il faut, dans nos manuels d'histoire, ils rappellent l'histoire, mais il faut que dans les écoles, il faut que dans les collèges, on rappelle l'histoire, on rappelle la Shoah. Vous avez des endroits de France où les professeurs n'osent même pas rappeler les faits graves, le génocide qu'ont vécu les Juifs, tout simplement parce qu'ils ont peur des réactions de certains élèves. Donc aujourd'hui, il faut effectivement enseigner l'histoire à nos élèves. Ça commence par l'éducation, ça commence par ce qui se passe à la maison. On l'a dit tout à l'heure dans la montée de l'antisémitisme à l'école. Donc les parents ont une grande responsabilité, mais également les professeurs aussi.
On suivra évidemment la remise de votre rapport aux alentours du 20 juin et on en reparlera évidemment à cette occasion. Merci Audrey, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. On va parler d'un autre sujet. Un peu de pédagogie, on va parler de la PAC. Tout autre sujet. Et ce sera à suivre, votre casquette de spécialiste de l'Union européenne. Ce sera à suivre évidemment dans le club. On va voir l'actualité dans nos régions. On a vu l'actualité dans nos régions. Aujourd'hui, elle est marquée par cette grève des pharmaciens. Première grève de cette ampleur depuis 10 ans. Pour en parler, on va aller à Marseille. Bonjour Léo Purguette. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président, directeur éditorial du journal La Marseillaise. On va parler de ce mouvement de grève des pharmaciens, puisque beaucoup de pharmacies resteront avec le rideau baissé aujourd'hui en France. Absolument, c'est un mouvement très important, très suivi, tellement suivi d'ailleurs que nous avons publié la liste des pharmacies réquisitionnées pour assurer un minimum de délivrance de médicaments. Nous avons un reportage auprès de pharmaciens marseillais qui sont très remontés contre le projet de loi qui chemine et qui devrait déréguler ce secteur, notamment en permettant l'achat sur Internet de médicaments. Il dénonce l'impossibilité d'avoir un suivi avec les patients de cette manière-là. Et puis, il dénonce aussi une mauvaise manière qui leur est faite, puisque en tant que professionnels, on leur a demandé, notamment pendant la crise sanitaire, de faire plus, d'être plus dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, ils se sentent remis en cause dans leur rôle. Léo, vous avez une question, on imagine, pour Pierre-Antoine Lévy. Absolument. Dans ce cadre-là, je voulais savoir si le sénateur Lévy avait des réponses politiques à apporter. On parle notamment aussi de cette pénurie de médicaments qui est de plus en plus dénoncée par les pharmaciens. On a notamment Claire, une pharmacienne marseillaise, qui nous dit que c'est infernal, que sur chaque ordonnance, il y a un médicament qui manque. Que peuvent faire les pouvoirs publics pour y remédier? Êtes-vous favorable à la relocalisation des productions pharmaceutiques et peut-être, au-delà, à une meilleure maîtrise publique de leur production? Il y a beaucoup de questions. Très bonne question. Oui, alors effectivement, vous avez raison de le noter. Aujourd'hui, 30 mai, grève nationale des pharmaciens qui va être très suivie. On annonce plus de 90% de pharmaciens. Alors bien sûr, il y a eu des réquisitions très importantes qui ont été faites par l'ARS dans les différentes villes. Je crois qu'il y a des manifestations dans une quarantaine de villes. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des pharmaciens de mon département qui m'ont bien sûr saisi et qui m'ont fait part de leurs inquiétudes légitimes. Plusieurs raisons à ces inquiétudes. Tout d'abord, la baisse de marge sur les médicaments. Le forfait de délivrance, vous savez que quand vous vendez un médicament, il y a la marge sur le médicament, mais il y a également un honoraire de délivrance de ce médicament qui est un forfait, qui n'est pas revalorisé. C'est ce que demandent également les pharmaciens. Vous avez les charges des pharmacies qui ont fortement augmenté, avec une revalorisation finalement très faible par rapport à l'évolution des charges, ce qui conduit aujourd'hui à annoncer que chaque pharmacie perd environ 60 000 € par an, compensés par l'assurance maladie, opposition à 10 000 €. Vous voyez, ça ne peut pas suffire. Donc, moi, je trouve que les pharmaciens ont raison de manifester aujourd'hui. Ils ont raison également de demander une revalorisation. Vous avez parlé de pénurie de médicaments. Il faut un vrai plan d'action. Quand vous baissez le prix des médicaments, que font les distributeurs? Ils vendent aux pays qui payent le plus cher, qui arrivent à avoir des pénuries aujourd'hui dans quasiment toutes les pharmacies, d'antibiotiques, de produits pour le diabète. Je crois qu'un pharmacien me disait qu'un des employés passait 4 heures par jour à peu près, à essayer de faire le tour de ses collègues pour trouver des médicaments pour servir leurs clients. C'est pas acceptable. Une ordonnance sur deux, au moins, est victime de pénurie de médicaments. Donc ça, c'est un sujet. Et également, là, la proposition de loi de Marc Ferracci qui va arriver bientôt, avec la dérégulation, la création d'une plateforme en ligne qui permettra d'acheter qui permettra, député Renaissance, qui permettra également d'acheter les médicaments. Il faut ce contact avec les pharmaciens. Les pharmaciens sont des conseils, participent au maillage territorial. 2000 pharmacies... Juste un mot, Pierre-Antoine Lévy, sur la question de Léo, sur les relocalisations de médicaments. Bien sûr, mais bien entendu. C'est une question importante que vous posez. Bien sûr qu'il faut relocaliser la production de médicaments sur notre pays. Je vous le disais à présent, 2000 pharmacies qui ont disparu depuis 10 ans, 100 pharmacies depuis le début de l'année. Le métier de pharmacien n'attire plus aujourd'hui. Quand vous avez des étudiants en médecine qui peuvent choisir leur spécialité, beaucoup ne choisissent pas pharmacie, pour des raisons
évidente de manque de valorisation du métier. Les pharmacies se vendent quasiment plus aujourd'hui ou se vendent mal. Donc il faut faire quelque chose. Merci beaucoup Léo, merci d'avoir été avec nous. On regarde la une de la Marseillaise. Élus, syndicalistes, associatifs, ils appellent à reconnaître l'État palestinien. Vous avez interrogé évidemment des gens de votre région. Merci beaucoup Léo Purguette d'avoir été avec nous. Et merci Pierre-Antoine Lévy, merci d'avoir été notre invité. Et on reparlera évidemment de la remise de votre rapport sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur vers la 3e semaine de juin, si on a bien compris. Merci beaucoup. Avant la fin du mois, promis. Merci d'avoir été avec nous. Dans 20 minutes dans le Club des Territoires, ce sera notre débat du jeudi sur un thème de la campagne des élections européennes. On est maintenant à 10 jours du scrutin et cette semaine, on parlera agriculture. Débat à suivre dans 20 minutes. D'abord, on accueille notre prochain invité, Olivier Sichel, est avec nous.